Bonjour, cette vidéo constitue un exercice corrigé d'électrocinétique dont l'objectif est d'appliquer les propriétés retenues du cours charge d'un condensateur, notamment celle de la continuité de la tension aux bornes du condensateur, ainsi que le comportement de ce dernier, c'est-à-dire du condensateur, en régime permanent. Je commence par lire l'énoncé, soit le circuit de la figure ci-contre. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur K et le condensateur C étant initialement non chargé. Donné sans calcul, la tension aux bornes du condensateur UC de T, et c'est à l'instant t égale à 0 plus, c'est-à-dire juste après avoir fermé l'interrupteur, et lorsque T tend vers l'infini. Deuxième question. Exprimer la tension UC de T aux bornes du condensateur en fonction de E, de R, de R', de C et de la variable temporelle T. Troisième question. Tracer l'allure de la courbe UC de T en fonction du temps. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par un petit rappel. Je vais commencer par la propriété de la continuité de la tension aux bornes du condensateur, comme le montrent ces deux figures. En effet, ces figures représentent l'évolution temporelle de la tension IC de T ou bien de la tension au bord du condensateur IC de T lorsqu'on applique à T égale à 0 un échelon de tension à un circuit RC en série. Pour la figure de gauche, le condensateur étant initialement non chargé, et pour la figure de droite, le condensateur initialement ayant une certaine charge, de sorte que la tension entre ces bornes soit U0. Donc, comme vous pouvez facilement le remarquer, la tension est une fonction continue partout, quel que soit T, et en particulier l'instant où on applique l'échelon de tension. Une telle propriété, par exemple, n'est pas vérifiée pour le courant traversant le circuit. Le deuxième rappel concerne le comportement du condensateur en régime permanent. En effet, on a remarqué que lorsque le régime permanent est atteint, ce condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, où aucun courant qui traverse la branche contenant le condensateur, mais il peut y avoir une différence potentielle non nulle entre ces bornes. Alors revenons à notre exercice et commençons par la première question qui nous demande de déterminer la tension aux bornes du condensateur pour T égale à 0 plus, c'est-à-dire juste après la fermeture de l'interrupteur et lorsque T tend vers l'infini. Alors pour T égale à 0 plus, on va appliquer la continuité de la tension aux bornes du condensateur à T égale à 0. Cette continuité se traduit par l'équation UC pour T égale à 0 moins, c'est-à-dire juste avant la fermeture de l'interrupteur, doit être égale à la tension aux bornes du condensateur à l'instant T égale à 0 plus, c'est-à-dire juste après la fermeture de l'interrupteur K. Or, notre condensateur étant initialement non chargé, c'est-à-dire la tension entre ces bornes à l'instant T égale à 0 moins égale à 0. Ceci veut dire que la tension aux bornes du condensateur juste après la fermeture du condensateur doit être aussi nulle. Pour T maintenant tend vers l'infini, on va utiliser la propriété du comportement du condensateur en régime permanent. Comme on a dit dans le rappel, en régime permanent, ce condensateur va se comporter comme un interrupteur ouvert où aucun courant qui traverse la branche où il se trouve. Mais en revenant à notre circuit, nous pouvons remarquer facilement, puisque le condensateur et le dipôle résisteur de résistance R' sont montés en parallèle, que la tension aux bornes du condensateur égale la tension aux bornes du dipôle résisteur de résistance R', et C, quel que soit T, en particulier à l'instant où T tend vers l'infini. Maintenant, si en régime permanent, le condensateur va se comporter comme un interrupteur ouvert, ceci veut dire que lorsque T tend vers l'infini, ce montage va être équivalent à celui représenté par ce schéma. Donc, remarquez comment le condensateur a été remplacé par un interrupteur ouvert, ce qui revient aussi au montage représenté par ce schéma. Donc, lorsque T tend vers l'infini, le régime permanent du condensateur est atteint et ainsi aucun courant traversant la branche contenant du condensateur. D'ailleurs, puisque le condensateur et le dipôle résisteur de résistance R' sont montés en parallèle, le courant débité par
le générateur va normalement à l'instant T quelconque être réparti entre la branche contenant le condensateur et celle contenant le dipôle resistor de résistance R'. Mais lorsque T tend vers l'infini, aucun courant qui va traverser le condensateur et tout le courant va traverser le dipôle resistor de résistance R'. Comme on peut le voir facilement dans ce schéma de montage, donc tout le courant fourni par le générateur va traverser le dipôle resistor de résistance R', puisque lorsque T tend vers l'infini, comme si le dipôle resistor de résistance R' va être en série avec le générateur de FEME et le dipôle resistor de résistance R. Donc, reprenons le schéma de montage auquel on est abouti. Donc, comme on arrive de dire, on est arrivé à la situation d'un générateur de FEME en série avec un premier dipôle resistor R et un deuxième dipôle resistor R'. Et l'objectif, c'est de déterminer la tension aux bornes du dipôle resistor R', qui n'est autre que la tension aux bornes du condensateur à l'instant T égale l'infini. Il s'agit en fait, comme vous pouvez le remarquer, d'un pont diviseur de tension. Donc, on peut déterminer facilement et sans calcul la tension aux bornes du dipôle resistor R' pile et elle vaut la résistance R' sur la somme des résistances, c'est-à-dire R plus R' fois la FEME. Donc, la tension aux bornes du condensateur lorsque T tend vers l'infini vaut R' sur R plus R' fois E. Passons maintenant à déterminer l'évolution temporelle de la tension borne du condensateur. Pour ceci, on va appliquer les lois de Kirchhoff, tout en sachant qu'on a d'autres méthodes permettant de déterminer IC de T. Qui dit loi de Kirchhoff dit donc on va appliquer la loi des mailles et la loi des nœuds. Pour ceci, je vais accorder des flèches pour les courants parcourant chaque branche et je vais noter le courant débité par le générateur I de T, le courant parcourant la branche contenant le condensateur IC de T et celui traversant le dipôle resistor de résistance R' et R' de T. Appliquons maintenant la loi des mailles pour la maille colorée en vert clair, soit alors cette flèche qui représente la FEME. Celle-là représente la tension aux bornes du dipôle resistor de résistance R et que je note UR. Et le troisième dipôle contenu dans cette maille n'est autre que le condensateur. La loi des mailles associée à cette maille conduit à l'équation E égale UR de T plus UC de T. Notre objectif, c'est de déterminer IC de T, donc je ne vais pas toucher ce terme. Par contre, je vais essayer d'exprimer UR de T en fonction de UC de T. Or, UR de T s'écrit R fois I de T, puisque le dipôle resistor, comme vous pouvez le remarquer, en convention récepteur. Maintenant, est-ce qu'on a une relation directe entre I de T et UC de T? Non, par contre, la relation existe entre IC de T, donc c'est le courant qui traverse la branche où se trouve le condensateur, et UC de T, la tension aux bornes du condensateur. Pour ceci, je vais exprimer I de T en fonction de IC de T afin d'exprimer IC de T en fonction de UC de T. Pour ceci, je vais appliquer la loi des nœuds. Cette loi va s'appliquer pour ce nœud. Le courant qui entre à ce nœud n'est autre que I de T et les courants qui en sortent donc sont IC de T et R' de T, d'où I de T égale IC de T plus R' de T. Ceci veut dire que E égale R fois IC de T plus R fois IR' de T plus UC de T. Donc I de T a été remplacé par IC de T plus UR' de T. Maintenant, IC de T s'écrit en fait C fois D de UC par rapport au temps. Donc, le premier terme dans ce second membre de cette équation vaut R fois C fois D de UC par rapport au temps. Donc, IC de T a été remplacé par C fois D de UC par rapport au temps. Maintenant, comment je peux exprimer IR' de T en fonction de UC de T? Il suffit d'appliquer la loi des mailles pour la maille que je colore ici en rose clair. Donc, cette maille donne facilement que, comme on a dit avant, UC de T égale à UR' de T. Comme UR' de T égale à R' fois UR' de T, il vient immédiatement que UR' de T égale à UC de T sur R'.
Je remplace alors R' par son expression, c'est-à-dire par UC de T sur R', et je trouve en définitive que E égale R fois C fois D de UC par rapport au temps plus R fois UC sur R' plus UC de T. Divisant par R fois C, l'équation devient dérivée de UC par rapport au temps plus UC de T sur R'C plus UC de T sur RC égale à E sur RC. Ou bien dérivée première de UC de T par rapport au temps plus 1 sur R'C plus 1 sur RC UC égale à E sur RC. On va poser maintenant 1 sur taux égale 1 sur R'C plus 1 sur RC, ou bien R plus R' sur C fois R, ce qui donne taux égale C fois R sur R plus R'. Donc l'équation ci-dessus devient dérivée première de UC de T par rapport au temps plus 1 sur taux UC de T égale à E sur RC, qui n'est autre qu'une équation différentielle du premier ordre et avec second membre, dont la solution n'est autre que la somme d'une solution particulière pour cette équation différentielle et la solution de l'équation homogène. Donc UC de T égale la solution particulière que je note ici P de T plus la solution de l'équation homogène que je note ici H de T. Je passe maintenant à résoudre cette équation différentielle et je commence par déterminer une solution particulière pour cette équation différentielle. Mais remarquons que le second membre, c'est-à-dire E sur RC, est une constante. Et lorsque le second membre est une constante, on a intérêt à choisir comme solution particulière une fonction constante. Si la solution particulière est choisie comme une fonction constante, c'est-à-dire sa dérivée par rapport au temps, vaut 0 et l'équation différentielle va devenir 1 sur taux UCP de T égale à E sur R fois C, ou bien la solution particulière égale taux fois E sur R fois C. Remplaçons maintenant taux par son expression qu'on arrive de dire, c'est-à-dire C fois R sur R plus R', puis simplifions par C fois R, on trouve alors comme solution particulière R' fois E sur R plus R'. Pour maintenant la solution de l'équation homogène, c'est-à-dire UCH de T, il suffit de résoudre l'équation homogène, c'est-à-dire l'équation sans second membre, ou bien dériver par rapport au temps de UCH de T plus 1 sur taux UCH de T égale à 0. De cette équation, on peut écrire dérivée de UCH de T par rapport au temps égale moins 1 sur taux UCH de T. Divisons par UCH de T, multiplions par taux, cette équation devient dérivée première de UCH de T sur UCH de T égale à moins 1 sur taux dt. Passons à la primitive de D de UCH de T sur UCH de T n'est autre que ln de CH de T plus une constante, et la primitive de moins 1 sur taux dt n'est autre que moins 1 sur taux fois t à une constante près. Donc, on a une constante dans le premier membre et une constante dans le second membre. Ceci est équivalent à dire que ln UCH de t égale moins 1 sur taux fois t plus une constante. Appliquons maintenant l'exponentielle. Exponentielle de ln de UCH de t n'est autre que UCH de t égale alors exponentielle moins 1 sur taux fois t plus une constante. Exponentielle a plus b, c'est exponentielle a fois exponentielle b. Je trouve alors exponentielle une constante fois exponentielle moins 1 sur taux fois t, mais exponentielle d'une constante n'est autre qu'une constante que je note ici a. Soit alors UCH de t égale a fois exponentielle moins t sur taux. UC de t égale la somme UCP de t plus UCH de t, sachant UCP de t, sachant UCH de t, il vient alors que UC de t égale R' fois E sur R plus R' plus A exponentielle moins 1 sur taux fois t, avec A qui est une constante déterminée à partir des conditions initiales. Donc mathématiquement, n'importe quelle valeur pour A constante est une solution de l'équation différentielle qu'on a essayé de résoudre, mais physiquement, cette constante A doit vérifier certaines conditions.
Donc, en particulier, celle des conditions initiales, d'où A est une constante qu'on va la déterminer à partir des conditions initiales. Or, initialement, on a un condensateur qui est non chargé, c'est-à-dire UC de 0 égale à 0. C'est-à-dire, d'une part, UC de t égale R' fois E sur R plus R' plus A exponentielle de 0, ou bien R' fois E sur R plus R' plus A, et d'autre part, cette valeur doit être nulle. D'où A égale moins R' fois E sur R plus R', ou bien UC de t égale R' fois E sur R plus R', facteur de 1, moins exponentielle moins 1 sur 2 fois t. Évidemment, cette étude correspond à un instant t supérieur à t égale à 0, c'est-à-dire après avoir fermé l'interrupteur. Mais avant la fermeture de l'interrupteur, cette tension avait la valeur 0. Il vient alors immédiatement que UC de t égale à 0 pour t inférieur ou égal à 0 et vaut R' fois E sur R plus R', le taux facteur de 1 moins exponentielle moins 1 sur 2 fois t pour t supérieur ou égal à 0. Passons maintenant à la représentation de cette fonction. Pour l'intervalle t inférieur à 0, cette tension est confondue avec l'axe des abscisses. Et pour t supérieur ou égal à 0, on peut remarquer avant tout que lorsque t tend vers l'infini, cette expression va tendre vers R' fois E sur R plus R'. Il vient alors que la droite d'équation U égale R' fois E sur R plus R' est une asymptote horizontale pour UC de t lorsque t tend vers l'infini. Pour t égale à 0, ça donne 0, et puis c'est une exponentielle, et je peux représenter cette fonction de cette manière. Maintenant, la tangente à UC de t en t égale à 0 va couper cette asymptote à l'instant t égale à taux. Et avant de finir, je vais préciser que toutes les étapes permettant la représentation de l'allure d'une fonction ayant cette expression, ainsi que l'équation de la tangente ont été faites dans une précédente vidéo que je vais laisser son lien dans la boîte de description ci-dessous. Alors, je termine à ce niveau et à la prochaine. Merci.